Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région parisienne où s'est tenue il y a quelques semaines une nouvelle édition de l'exposition Fédérail, un salon du modélisme ferroviaire organisé par la Fédération française de modélisme ferroviaire. Cette année, Fédérail s'est tenu à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris. Nous allons arpenter les couloirs de cette exposition qui s'est déroulée au centre aquanautique Camille Muffat de la ville, tandis que les nageurs fréquentant la piscine feront des longueurs dans les couloirs du bassin situés juste en dessous de nous. Fédérail, qui se déroulait pour la 3e fois, a comme principe de s'adosser à un train touristique ou à un musée pour son organisation. Après le chemin de fer de la vallée de l'Eure à Pacy-sur-Eure en 2015 et la Transvap à Tuffet en 2016, c'est le musée Rosny-Rail qui était le partenaire de la FFMF. Les visiteurs de l'exposition pouvaient ainsi opter pour un billet groupé qui leur permettait d'accéder au musée à un tarif préférentiel et inversement ceux du musée pouvaient dans les mêmes conditions décider de visiter également l'exposition. Le musée Rosny-Rail fera l'objet d'un reportage complet que je vous proposerai au cours de la saison 10 d'Aiguillage. Nous allons par conséquent nous concentrer aujourd'hui sur la partie exposition. Plusieurs des associations membres de la Fédération de modélisme ferroviaire présentaient des réseaux. Il y avait notamment l'AMAL d'Amiens, l'AMFAC de Chantilly, l'ATCAR de Thonon-les-Bains, la TMC de Cambrai, le club de modélisme de Goussainville, le club ferroviaire noiséen, le CMF d'Arpajon, le CMFM du Mans, le club modéliste de Rancé, le Rail Club de Sénart, les sections modélisme ferroviaire des UAICF de Tours et de Mantes. Je ne crois pas en avoir oublié. Les membres associés de la FFMF étaient également présents, l'AMFI, le Cercle du Zéro, le GEM et l'APSFI. Pour compléter le tout, quelques artisans étaient venus tenir salon. Plusieurs des réseaux des clubs présents ont déjà fait ou feront la saison prochaine l'objet de reportages complets dans Aiguillage. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer une petite sélection d'acteurs de cette manifestation. À tout seigneur, tout honneur, commençons par ceux qui ont fait le plus long trajet pour venir jusqu'à Rosny-sous-Bois, les représentants de la Fédération catalane des Amis des chemins de fer. Il y a des chemins de fer de la vapeur vive, il y a encore des clubs de modélisme de maquettes, et alors il y a quelqu'un chemin de fer touristique, le musée des chemins de fer, il y a plusieurs activités. Nous sommes très amants des chemins de fer. Nous sommes sur 40 clubs d'aficionés chemins de fer et ça comprend 2000-2500 associés. Et annuellement, on se fait une grande manifestation à Lleida, Expotren à Lleida, qui ressemble à tous les ouvrages du modélisme et des ventes des fabricants. Et encore, il y a des circuits de la vapeur vive. L'exposition se déroule à Lleida chaque année au mois de mars. Mais si d'ici là vous aviez dans l'idée d'aller passer quelques jours de vacances en Espagne, Ildefonse a quelques idées d'excursions ferroviaires à vous suggérer. Pour voir, c'est important le musée des chemins de fer de Vilanova qui a une importante collection de locomotives, d'anciennes locomotives à vapeur de la Renfe. Il y a un train touristique de Lleida à la Pobla, le train du lac, qui parcours un rive à travers d'une foule, c'est très intéressant. Et alors dans divers circuits, en Girona, à Lleida, Barcelone, des chemins de fer, de petits circuits
qui sont ouverts toute l'année, particulièrement en dimanche. Toute l'année fonctionne. Normalement, le mai d'août ne fonctionne pas, il fait très chaud. Mais tout le reste de l'année, en printemps et en hiver, nous pouvons circuler sans aucun problème. Je suis du club de Terrassa. Nous avons un circuit par de Valparadís avec 5 et 7 pouces. Mais en la Catalogne, il y a encore 3 circuits con de 10 pouces. Un train important avec un parcours de 3 ou 4 kilomètres. C'est bien, avec des locomotives à vapeur, avec des tractions thermiques. C'est intéressant. Il y a un nombre important d'aficionés demandent du chemin de fer. Et pour ceux d'entre vous qui auraient la chance de pratiquer le catalan, vous pourrez trouver sur le site de la Fédération catalane des Amis des chemins de fer pas mal d'informations sur les sites à visiter et les dates des prochaines manifestations. Continuons de déambuler dans les allées de l'exposition Fédérail 2017 et arrêtons-nous maintenant devant ce réseau intitulé Tout en carton, un réseau à l'échelle N aux vertus pédagogiques. C'est un réseau intégralement en carton qui est fait dans le but de montrer à des débutants que l'on peut faire un réseau chez soi, dans un petit appartement, avec un cutter, une règle. Donc c'est un réseau fait en carton d'architecte que l'on achète dans des magasins d'art graphique. Ce sont des planches qui font 1,20 m sur 80 cm, qui coûtent 6 € pièce, donc ça revient pas cher. C'est collé avec de la colle à bois, donc c'est pareil, hein, on achète des pots d'1 kg, c'est très facile. Alors, pour expliquer la structure du réseau, j'ai fait une maquette qui est une maquette préalable d'étude en fait, du réseau, qui est faite en papier et qui est déjà relativement rigide, hein, et qui m'a permis de valider la structure, donc qui est une structure avec des croisillonnés en fait, où on a des couples qui sont assemblés à mi-bois. Et la structure supérieure et inférieure sont assemblées avec des tenons mortaises collés à la colle à bois. Par-dessus, autour, il y a du papier craft qui protège et qui permet de donner une bonne cohérence à l'ensemble. Il y a un toit qui va dessus, un couvercle qui est fixé avec 4 boulons et qui permet de transporter le réseau, de le protéger et de le stocker, éventuellement verticalement. Donc dans ce cas, ça fait une surface au sol de 25 cm sur 75 cm. Donc ça peut se garanger dans un dressing, derrière une porte, enfin très peu d'espace. Il y a 2 poignées, on pose ça sur la table, table de salon, table de cuisine, un bureau, et en un quart d'heure on peut jouer, 2 fils à brancher et c'est fini. Alors c'est le niveau 0 de la technologie, c'est-à-dire que c'est de la commande digitale, donc en fait toute la partie électronique est transportée dans une boîte. Ça c'est 2 fils à brancher. Alors bon, en dessous, il y a quand même un fil pour réalimenter chaque branche, mais c'est vraiment rien. La commande des aiguilles se fait au doigt. J'ai mis un petit ergot sur chaque commande, donc voilà, c'est vraiment fait pour un débutant. Le réseau, la structure en elle-même, avec l'outillage, puisqu'il faut une règle métallique et un cutter, plus les fournitures, c'est moins de 100 €. Alors après, j'estime que ce réseau, avec le décor, le matériel roulant, la commande, il y a à peu près 1 000 € de budget. Donc c'est un budget qui est bon, conséquent si on le sort comme ça, mais si on fait un peu d'économie, qu'on achète des éléments au fur et à mesure, c'est pas très cher. La voie, c'est de la voie Minitrix issue de deux boîtes de départ. C'est l'intégralité de 2 boîtes de départ. Le matériel roulant, bon c'est un petit peu racheté à droite, à gauche, voilà. Et puis les bâtiments, alors il y a des bâtiments un peu de tout type. Il y a de la construction intégrale, du plâtre synthétique, très agréable à travailler.
Il y a de la découpe laser, carton découpe laser, architecture et passion, vraiment une excellente qualité aussi. Il y a des kits en plastique courant. Il y a des bâtiments Artitech en plastique moulé. Et puis voilà, quoi, résine moulée. Et puis après, c'est le décor, c'est des arbres. Alors les sapins, ce sont des arbres achetés. Les autres, ce sont des arbres faits par moi. Je les ai faits à base de zéchium. Les arbres les plus en vue sont des branches de thym sur lesquelles on rajoutait du zéchium et floqué. Voilà, c'est vraiment on ne peut plus simple. Le fond du réseau, tout le décor, c'est fait donc sur la base carton. Après, il y a tout le support de voie est en carton. Il y a, pour adoucir les reliefs, c'est de la bande de papier craft. Après, c'est peint au gesso. Alors le gesso, c'est un produit de peintre, d'artiste peintre pour étanchéfier les toiles, pour préparer les toiles avant la peinture. Et donc ça permet de protéger le carton et aussi de le rendre moins sensible à l'humidité. Donc ce réseau, chez moi, je le stocke dans une cave qui est humide et ça ne bouge pas. Hein. C'est pas mon premier réseau en carton, d'ailleurs c'est mon 3e. J'ai jamais eu de problème dans le temps, ça tient. En vous rapprochant de l'AFAN, l'association française des Amis du Haine, vous pourrez même obtenir un fichier que Philippe Marc a préparé pour donner toute une série de conseils aux débutants et surtout les mettre en garde contre les erreurs les plus couramment commises lorsque l'on veut se lancer. Si vous êtes à l'inverse un peu plus branché technologie, vous serez sans doute intéressé par cet arrêt devant le stand du Locoduino, où l'on pratique l'Arduino appliqué au modélisme ferroviaire. C'est la compression de locomotives locaux avec Duino, la fin d'Arduino, tout simplement. Bon, c'est un nom qui pour le moment n'existait pas et qui nous a permis de regrouper les deux activités derrière un site web, locoduino.org, qui permet de présenter toutes les connaissances que chacun a, c'est du partage. Alors l'Arduino est un petit micro-ordinateur, basé sur un microcontrôleur d'Atmel américain au départ, qui a été assemblé par une bande de copains italiens et qui ont eu l'intelligence de construire aussi des outils de développement gratuits, très faciles à utiliser, autour desquels donc des constructeurs, pas mal de constructeurs, dont Intel maintenant, dont toutes sortes de gens connus dans le monde, fabriquent ces petits micro-ordinateurs de façon standard qui communiquent avec cet outil de développement. Et sa grande particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'outils chers, c'est gratuit, le logiciel est gratuit, un simple câble USB suffit à mettre son programme dans le petit ordinateur. Il faut acheter le petit ordinateur, donc on en trouve dans toutes les boutiques d'électronique en France, en Europe, sur le web, etc. Et puis quand on connaît un petit peu, on peut en trouver des moins chers sur le marché chinois. Mais enfin, on ne recommande pas trop pour démarrer, pour éviter les surprises. Pour vous donner un ordre d'idée, ces petits ordinateurs vendus sur le marché chinois ne vous coûteront guère qu'1 € à 1,50 € pièce. Si vous souhaitez éviter des mauvaises surprises et que vous les achetez auprès d'une boutique en Europe, vous ne les payerez de toute façon guère plus de 10 à 15 €. Une fois que vous aurez un Arduino en votre possession, il vous restera à lui demander de faire ce pourquoi vous l'avez acheté, ce qui passe par un peu de programmation. Là, on programme soi-même dans un langage qui est le C ou le C++. C'est la seule contrainte, il faut quand même à un moment donné parler ce langage avec la rigueur de la syntaxe. Le moindre point-virgule, la moindre parenthèse qui manque se traduit par une erreur. Mais en général, l'outil nous indique où est l'erreur. Et avec un peu d'habitude, et surtout en faisant les exemples qui sont donnés avec le système, on apprend vite à se débrouiller. C'est très facile. Les enfants font ça beaucoup plus facilement que les retraités quand ils ne connaissent pas. Si vous y prenez goût, et une fois que vous aurez passé le cap de l'apprentissage des bases de ce langage, vous verrez que l'Arduino vous offre des possibilités infinies. Virtuellement, un modéliste ferroviaire qui déciderait de s'y intéresser peut tout faire. On peut faire une centrale DCC, on peut faire des circuits de commande de trains analogiques, ce qu'on appelle en PWM ou en pur.
On peut faire des centrales, on peut faire des systèmes de programmation, on peut faire des gestionnaires de réseau, on peut faire des commandes d'aiguillage, on peut faire toute la rétro-signalisation. C'est juste une question d'association de capteurs, etc. Et puis on peut aussi faire communiquer toutes ces petites choses-là entre elles pour faire un système complet de réseau. On trouve des architectures sur le Coduino qui montrent les différents cas possibles en fonction des amateurs, chacun a sa méthode. Le plus intéressant, c'est de commencer par des animations de décors. Fabriquer des sons, par exemple déclencher un son en sortie de tunnel quand une locomotive passe à proximité de la sortie, on met un capteur, une barrière infrarouge, un ILS, et on peut déclencher, là j'ai un exemple de petit circuit qui va sortir un son. Il peut en sortir plusieurs en fonction du type d'événement éventuellement. On peut bien sûr faire toutes les animations lumineuses comme on voit sur le réseau d'Arpajon. On peut commander des moteurs, faire tourner les grandes roues, on peut sortir le son de la fête foraine quand on est sur la fête foraine. En fait, là, il y a rien que le côté décor, c'est une bonne entrée en matière et c'est une bonne manière de s'initier. C'est pas trop difficile. Et puis après, quand on a fait ça, on peut effectivement rentrer dans les automatismes ferroviaires. Et encore une fois, pour aller plus loin sur ce sujet, un site web à vous indiquer, celui du projet Locoduino. Avant de quitter les allées de Fédérail, un arrêt sur le stand de la Fédération française de modélisme ferroviaire, notamment pour poser la question du nombre de pratiquants du modélisme ferroviaire en France, question qui est souvent posée mais à laquelle il est difficile de répondre, les estimations variant de 20 à 40 000 personnes. La fédération regroupe environ 3500 membres fédérés qui viennent donc de la fédération et de ses clubs qui sont affiliés, aussi des grandes associations de la FAN pour le N, le Cercle du Zéro pour le Zéro, du GEM pour les voies étroites et de l'AMFI qui rassemble les indépendants qui ne pratiquent pas le modélisme ferroviaire dans un club, en sachant que l'AMFI regroupe toutes les échelles puisque elle n'est pas réservée à une seule échelle. On retrouve des modélistes de différentes échelles dans cette association. De son côté, la FFMF s'efforce de communiquer en direction de deux publics en particulier. Le premier, ce sont les enfants. La fédération, ce qu'elle essaie de promouvoir sur les stands en exposition, et notamment ici à Fédérail, on tenait un stand où on est surtout... on intervient sur les plus jeunes enfants pour essayer de leur faire leur inculquer le virus du train miniature, parce qu'on pense que évidemment c'est en étant jeune qu'on va prendre le goût du train miniature. Avec l'UAICF qui est partenaire de la fédération, on a organisé aussi des ateliers pour les enfants un petit peu plus âgés, à partir de 8 ans, entre 8 et 15 ans, où là ils peuvent donc découvrir les quelques notions de base du modélisme ferroviaire pour monter un petit diorama. C'est ainsi que cette année encore, au cours de l'Assemblée générale de la FFMF, une quinzaine de clubs ont reçu le diplôme Junior du Rail en reconnaissance de leur travail en direction du jeune public. L'autre public sur lequel travaille la fédération, ce sont les féminines. Le premier rassemblement a eu lieu pour les 60 ans de la fédération, où on a eu plusieurs féminines qui ont eu le projet de se rassembler ensemble et de construire leur propre module pour pouvoir monter un réseau en exposition. Et donc assez régulièrement, on rencontre des féminines qui s'assemblent entre elles et qui jouent au train. Donc elles font autre chose que tenir la billetterie ou tenir la buvette. Elles sont des acteurs du monde du modélisme ferroviaire.
Les dates et le lieu de la prochaine édition de Fédérail ont été révélés à l'exposition de Rosny-sous-Bois. Ce sera les 9 et 10 juin aux Herbiers en Vendée, un salon dont le partenaire sera cette fois-ci le chemin de fer de Vendée. La semaine prochaine, dernier numéro de la saison 9 d'Aiguillage, je vous emmènerai à Mini World de Lyon où le top départ a été donné à la création d'un 4e monde qui sera ouvert en 2018. Il s'appellera Mini Lyon et reproduira à l'échelle 1/87e les quartiers emblématiques de la capitale des Gaules. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, vous le savez maintenant, grâce à votre soutien, il y aura une 10e saison d'Aiguillage à partir de la rentrée prochaine, mais j'ai toujours besoin de votre aide pour la réaliser, alors devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.